Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler aujourd'hui de l'iPhone 8 Plus. Vidéo qui va me permettre de pouvoir conclure l'Apple Experiment 2017. En effet, j'ai déjà fait une vidéo de bilan sur l'Apple Watch Series 3 en 2019 que je vous invite à aller voir. Et très récemment, la vidéo de bilan sur mon MacBook Pro 2017 pour laquelle j'ai élargi le spectre à toute la génération 2016-2020 de MacBook Pro Intel, puisqu'en fait il y avait des défauts qui étaient récurrents tout au long de la génération. Aujourd'hui nous allons parler de l'iPhone 8 Plus, ce dernier téléphone d'Apple sous ce design, avant qu'il soit ressuscité avec l'iPhone SE de deuxième génération. Et ce qu'il y avait de fondamentalement différent sur ce modèle comparé au modèle précédent de ce design, c'est que le dos était en verre, ce qui a apporté un certain point en plus à l'appareil. C'est simple, c'était le premier iPhone de cette génération à dépasser 200 grammes, ce qui est assez lourd en main. Le souci de ce modèle en 2017, c'est qu'il avait un concurrent interne qui était quand même assez fort, c'était l'iPhone X, ou iPhone X pour certains. Comparé à l'iPhone 8 Plus, il avait un design borderless, il avait un écran AMOLED, alors que l'iPhone 8 Plus a un écran IPS LCD. Il avait le Face ID au lieu du Touch ID. Bref, tout un tas de différences qui étaient vouées à différencier ce modèle au design vieillissant au nouveau design d'Apple avec l'encoche. Cependant, il partageait le même SoC, l'Apple A11 Bionic, donc ce signifie qu'entre ces deux modèles, il ne devait pas y avoir de très grosses différences de performance. Que penser de cet iPhone 8 Plus en fin 2020, début 2021? Quelle a été mon expérience avec ce premier appareil iOS qui m'aura accompagné comme téléphone personnel plusieurs fois pendant de longs mois? Éléments de réponse dans cette vidéo. Avant de passer vraiment à la partie de bilan, un petit rappel des specs de ce téléphone. Les dimensions de l'iPhone 8 Plus sont de 15,5 cm de haut, 7,7 cm de large et 7,7 mm d'épaisseur, avec une épaisseur d'1 mm supplémentaire au niveau de l'appareil photo. Son poids est de 202 grammes, la taille d'écran est de 5,5 pouces, en technologie IPS LCD avec affichage True Tone et norme P3, donc comme les MacBook Pro. La définition était de 1920 x 1080 pixels, donc c'était pour une fois une définition standard pour un appareil iOS, ce qui est assez rare, ce qui donne en résolution 401 pixels par pouce, donc on dépasse largement la norme Retina là-dessus. Aucun pixel n'est visible à une bonne distance. Le pourcentage d'écran occupant la face avant est de 67,4%, ce qui était aussi une vraie différence par rapport à l'iPhone X qui était lui sur un design beaucoup plus borderless. L'appareil photo dorsal est un double capteur photo 12 mégapixels, le premier f1.8 avec une stabilisation optique et le deuxième un téléobjectif f2.8. Ces deux capteurs étaient accompagnés d'un flash 4 tons et les caméras arrière pouvaient filmer jusqu'en 4K 60 images secondes. L'appareil photo frontal est de 7 mégapixels, ouverture f2.2 avec Retina Flash et une capacité vidéo qui peut aller jusqu'en 1080p. Le SoC est un Apple A11 Bionic avec un CPU Hexa-Core en 2 clusters, 2 cœurs haute performance et 4 cœurs plus orientés économie d'énergie. Quand on regarde ceci avec l'œil de 2020, on se rend compte qu'en fait c'est assez ressemblant de l'Apple Silicon M1. Donc on voit bien d'où Apple tire ses inspirations. Le GPU comporte 3 cœurs et le SoC est complété par le coprocesseur M11 pour les opérations très légères et récurrentes en ressources, comme le comptage de pas par exemple. L'iPhone 8 Plus dispose de 3 Go de RAM et dans ce modèle de 64 Go d'espace de stockage, sachant qu'il peut aussi être configuré en 256 Go de stockage. Au niveau de l'extension de mémoire, on est sur un iPhone, faut peut-être pas déconner non plus. La batterie est de 2191 mAh. La touche système est un bouton central doté de Force Touch, le moteur haptique d'Apple, et qui contient aussi Touch ID. Le port de synchronisation, c'est du Lightning, et les systèmes d'exploitation utilisés ont été d'iOS 11.0 à iOS 14.0.1. Sachant qu'en théorie, il reste encore plusieurs années de support logiciel à cet iPhone. Au niveau du design, on peut argumenter qu'il a quand même un peu vieilli en 3 ans. Si l'iPhone SE de deuxième génération n'avait pas existé, ça aurait été le dernier iPhone du genre. La prise en main tous les jours est pas très facile, avec ses 202 grammes en main, pour un téléphone qui ne fait que 5,5 pouces, pour un form factor qui est pas énorme, on a vraiment l'impression d'avoir un téléphone qui est plutôt lourd en main, donc il faut un petit temps d'adaptation, mais une fois qu'on l'a utilisé pendant 1-2 semaines, on ne ressent plus cette lourdeur qu'on a au début de son utilisation. Les bordures en haut et en bas ne sont pas moches, mais on peut dire que maintenant elles font un peu tâche. L'utilisation d'un bouton Force Touch est intuitive et se rendre compte qu'en fait, l'impression de clic du bouton n'est pas développée par un clic physique, mais simplement par un retour haptique. Ce qu'on se rend compte quand l'iPhone est éteint, parce qu'en fait, il n'y a plus du tout d'impression quand on appuie sur le bouton. C'est quelque chose d'assez déroutant, mais dans le sens positif du terme. C'est une belle démonstration qu'on peut avoir un ressenti quasi similaire avec deux mécanismes complètement différents. La solidité et la résistance sur le long terme sont remarquables. Si l'illusion ne sera pas vraiment jugée sur ce bilan, parce que j'ai toujours utilisé ce téléphone avec une coque vraiment renforcée qui a bien résisté à mon quotidien et un protège-écran en plus. Comme vous pouvez voir sur ce téléphone actuellement, c'est le protège-écran d'origine qui est encore là, donc après 3 ans c'est assez remarquable, même si bon, il a quand même pris un peu cher. Le téléphone est toujours parfaitement assemblé.
La résistance à la torsion est excellente. Tout reste en place et le design vitre à l'avant, vitre à l'arrière donne vraiment une vraie rigidité structurelle à ce téléphone. Cependant, on peut regretter que la résistance à la pression soit un peu moins bonne que sur les smartphones que j'ai pu voir récemment. Rien du tout de grave, puisque justement les marques qu'on arrive à voir, elles sont avec des appuis forts et prolongés sur l'écran. Mais en cas de chute de votre téléphone sans protège-écran, ou même avec un protège-écran sur une surface non plane, je pense qu'il y a un risque un peu plus élevé de casse à minima de l'écran et à maxima carrément du LCD. Cependant, vous avez de la chance sur ces modèles-là, et il me semble qu'on peut encore remplacer les écrans sans passer par un Apple Store, puisque maintenant sur l'iPhone 12, Apple a continué à refermer les portes du Right to Repair, puisque même avec des pièces d'Apple, justement pour les changements d'écran et de batterie, les composants maintenant sont sérialisés, ce qui signifie que quand vous voulez changer quelque chose, il faut obligatoirement passer par un réparateur d'un Apple Store ou un réparateur agréé Apple. Ce qui est vraiment dommage quand on voit que le processus pour changer un écran est relativement simple. Pour en avoir déjà fait récemment sur un iPhone 6S, en 1 heure, 1 heure et demie, avec beaucoup de patience bien évidemment, et un bon tri de vis, ça se fait de manière tout à fait simple. Je vous mets une vidéo à ce sujet, qui normalement est très populaire pour ceux qui suivent un peu le monde de la tech, en description. Pour éviter d'en arriver à ce souci de réparation d'écran, je vous conseille fortement l'achat de cette coque de chez Spigen, qui m'a coûté une dizaine d'euros en 2017 sur Amazon, et qui honnêtement a bien résisté à toutes les chutes que je lui ai fait subir. Parce que comme vous pouvez voir, maintenant il n'y a plus trop de joints ici, mais vraiment, pour le nombre de chutes qu'il a fait, et pour toute l'utilisation, le rangement, et tout ce que j'ai fait subir, honnêtement, cette coque était vraiment de très bonne qualité pour son prix. En résumé, si le design ne peut vous déranger en fin 2020, en toute honnêteté, la qualité de fabrication est présente, et il n'y a aucun souci là-dessus. On n'argumentera pas plus sur le Right to Repair, sinon je pense qu'il y aura de quoi de faire une vidéo coup de gueule. Peut-être que ça arrivera un jour, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Passons maintenant à la partie écran et son. L'écran IPS LCD de l'iPhone 8 Plus en définition Full HD est tout à fait satisfaisant. La finesse d'affichage, comme je vous l'ai dit au début, est plus que suffisante pour pouvoir lire du contenu facilement sur votre iPhone. Et si la colorimétrie et les contrastes sont loin d'être ceux d'un écran AMOLED, ils sont tout à fait satisfaisants. A contrario, comme je vous l'ai déjà dit, les bordures hautes et basses sont quand même assez mal vieillies, et même les bords autour de l'écran sont assez visibles. Sachant qu'en plus maintenant les designs borderless sont très à la mode, ça fait un peu tâche. Cependant, si on revient à l'écran, les angles de vision sont très bons et il n'y aura aucun souci à regarder son contenu avec l'écran qui soit un peu tourné de soi. Au niveau de l'éclairage maximum de l'écran, celui-ci va jusqu'à une moyenne de 590 lux au maximum, ce qui est plutôt correct pour pouvoir avoir du contenu en plein soleil, même si c'est loin d'être le meilleur que j'ai pu voir sur un smartphone récemment. De l'autre côté du spectre, l'éclairage minimum se situe entre 2 et 2,5 lux, ce qui est idéal pour du visionnage de contenu en faible condition de luminosité, comme par exemple envoyer son dernier SMS à sa bien-aimée au bord de son lit. Au niveau de la partie tactile, rien à signaler, tout se passe très bien, la sensibilité est très bonne, et taper du texte sur l'iPhone 8 Plus ou naviguer dans l'interface d'iOS se fait sans aucun accroc. En résumé, si l'écran est agréable à utiliser au quotidien, il n'y a rien de plus que sur les smartphones à 400-600 € que j'ai utilisé, et ce n'est pas sur le point de l'écran que l'iPhone 8 Plus fait la différence. Du côté du son, l'écouteur d'Apple, il n'y a rien à dire dessus. La clarté et la puissance sont plus que satisfaisantes. Pour de l'écoute de musique en filaire, ça se passe sans aucun souci. Ah bah non, ça se passe pas sans aucun souci. Puisque bien évidemment, l'iPhone a été le premier modèle de smartphone à retirer la prise jack. Et même si ce n'est pas le premier iPhone à le faire, cet iPhone 8 Plus ne déroge pas à la règle. Il faut donc utiliser l'adaptateur Lightning vers jack 3,5 mm pour pouvoir écouter de la musique en filaire, et la qualité est satisfaisante quand on l'utilise. Cependant, j'ai eu la malchance de faire tomber mon téléphone avec l'adaptateur Lightning branché, et devinez ce qui s'est passé. Il a cassé. S'il fallait une preuve que les adaptateurs sont moins fiables que les prises natives, vous l'avez sous vos yeux. En Bluetooth, rien à signaler, la qualité de réception et la fiabilité de réception sont très bonnes, et la qualité du son est tout à fait satisfaisante. Le haut-parleur sur la tranche basse, doublé par l'écouteur d'Apple, est de qualité correcte, mais face au smartphone que j'ai pu voir après avoir utilisé cet iPhone 8 Plus, il n'est pas du tout impressionnant. J'ai même noté qu'en fait, dès qu'on dépassait les 50-60% de puissance de son, votre musique ou votre bande sonore avait tendance à pas mal saturer et à grésiller, ce qui est quand même plutôt désagréable. J'étais vraiment surpris, la qualité chute drastiquement quand on est à plein volume en général, et pour un téléphone qui valait plus de 900 €, ce n'est juste pas acceptable.
passer. Pour le reste, c'est excellent, comme vous avez pu voir sur la partie d'avant. La boîte, pour le transport, d'habitude je gueule dessus, surtout sur les produits que Genbox. C'est une boîte tout en carton qui n'a aucun renfort, mais qui soutient la boîte du MacBook de manière excellente. C'est un très bon système, donc là-dessus Apple, très bien joué. Mais il faut penser à remplacer ce petit... Bref, la partie son ne m'a pas impressionné, voire même déçu. Dès que je souhaitais écouter du contenu sans mes écouteurs ou mon casque Bluetooth, soit j'étais embêté par la nécessité de l'adaptateur, soit j'étais embêté par le son qui n'était pas de qualité vraiment bonne. Parlons maintenant connectivité, stockage et capteur. Au niveau des connectivités cellulaires, l'iPhone 8 était compatible avec l'ensemble des bandes 2G, 3G et 4G disponibles en France. Et au niveau de la puissance de réception et de la vitesse de connexion, c'était tout simplement ma référence durant toutes ces années où je l'ai possédé. En fait, sur une grande partie de mon utilisation et de ma possession de ce téléphone, à part le Mi Mix 2S qui était assez proche en termes de vitesse de connexion, et le OnePlus Nord qui, avec son Snapdragon 765G, avait une puce bien adaptée pour les connexions cellulaires, ça a toujours été ma valeur étalon. C'était le téléphone qui tirait le mieux parti de ma connexion fibre quand j'en avais encore une. Maintenant, retour à la DSL. Et en 4G, pareil, les vitesses de connexion sont plus que satisfaisantes. Vous n'aurez aucun souci là-dessus. Au niveau du stockage, les 64 Go embarqués m'ont toujours été suffisants pour en sortir au quotidien. C'est le minimum que je considère acceptable sur un smartphone pour ne pas nécessiter l'accès à une extension du stockage par carte microSD. Après, c'est pas sur un iPhone que vous l'auriez eu. Cependant, s'il y a bien un cas où cette limite de stockage pourrait être un peu limite, c'est en utilisant votre caméra en vidéo et en profitant de la qualité 4K 60 images secondes. Pour l'avoir fait, ma capacité de stockage a fondu comme neige au soleil. C'est simple, sur l'une de mes phases d'utilisation pendant plusieurs mois, j'avais tout simplement atteint la limite du stockage en faisant la captation 4K 60 images secondes à titre personnel. Soyez donc vigilants à restreindre vos envies de vidéos très haute qualité, car à contrario d'un smartphone qui posséderait un port USB OTG, les extensions de stockage en USB pour un iPhone sont beaucoup plus rares. Si généralement pour un adaptateur USB-C et une clé USB parce qu'on a par exemple un MacBook, un autre smartphone ou je ne sais quel appareil en USB-C maintenant, avoir un adaptateur Lightning vers USB c'est quand même beaucoup plus rare. Bref, soyez raisonnable avec cet espace de stockage qui reste globalement plutôt suffisant et très rapide. Aucun problème de réception ni de vitesse au niveau de la puce Wi-Fi AC 5 GHz ni au niveau du Bluetooth, les deux ont été fiables tout le long. Le GPS est fiable et rapide. Le partage de connexion fonctionne plutôt bien, même s'il a tendance à quand même pas mal drainer la batterie dès qu'on l'utilise. Donc au niveau de l'autonomie, ça se ressortira et on va en reparler tout à l'heure. Le NFC, je ne m'en suis jamais servi sur ce téléphone puisqu'il est resté très longtemps relativement propriétaire sur cet iPhone et quand il a commencé à un peu se libérer et à se démocratiser sur des applications, je n'en avais pas utilité donc je ne me suis pas forcé à l'utiliser. Le capteur d'empreinte sous l'écran dans le bouton d'accueil est fiable et en comparaison récente du OnePlus Nord qui possède un capteur d'empreinte sous l'écran, le capteur d'empreinte de l'iPhone 8 Plus est plus fiable et plus pratique à utiliser. Pour le reste des connectivités visuelles, capteur de proximité, capteur de luminosité, gyroscope, accéléromètre, boussole, rien à signaler. Tout fonctionne comme ça le devrait dans un smartphone à 900 €. Et c'est la conclusion qu'on peut tirer de cette partie connectivité, capteur et stockage. Tout fonctionne correctement et si ce n'est l'espace de stockage à vraiment surveiller chaque fois que vous utilisez beaucoup de vidéos 4K, tout fonctionne très bien, voire remarquablement pour la partie connexion sans fil en Bluetooth, en réseau cellulaire et en Wi-Fi. Avant de reparler de cette fameuse vidéo 4K et de cette qualité vidéo de l'iPhone, parlons d'abord de la qualité photo. En ce qui concerne la caméra arrière en bonne condition de luminosité, l'iPhone 8 Plus était capable de prendre de très belles photos sur le plan des détails. Cependant, la colorimétrie est plus neutre que les smartphones Android que je teste habituellement, donc les photos sont moins contrastées que ce que j'ai l'habitude de voir. C'est marquant, mais ne retire en rien la bonne qualité des clichés, avec un traitement logiciel efficace pour montrer moins de bruit numérique que ce dont j'ai l'habitude. Il y a cependant deux points faibles assez récurrents, la surexposition dès qu'il y aura de bonnes mais fortes conditions lumineuses. Dans ce cas, les photos seront de bien moindre qualité. La gestion des éléments en mouvement est également assez médiocre. Les photos habituelles avec mes chiens sont souvent ressorties floues, plus que sur d'autres smartphones. Donc je ne sais pas si c'est un défaut des live photos dont je vais parler un peu après, mais c'est problématique. Bref, c'est une qualité tantôt très bonne, tantôt moins impressionnante, dès que toutes les conditions ne sont pas réunies. En basse luminosité, la qualité est correcte relativement aux autres smartphones de l'époque que j'ai pu voir. Cela fait toujours des photos à la qualité peu satisfaisante, mais c'était globalement mieux que tout ce que j'ai pu voir sur ma période de test. Le OnePlus Nord avait peut-être un mode nuit qui pouvait rivaliser, mais c'est le seul exemple qui me vient en tête sur les smartphones que j'ai utilisés. J'ajouterai cependant que cette relative correcte qualité ne vaut que pour les photos en extérieur. En intérieur, il est difficile de prendre un cliché correct en basse luminosité, c'est là où le flash pourra aider. En parlant du flash d'ailleurs, qui est formé de 4 LED de couleurs différentes, il donne un bon rendu dans les situations de proximité et vous permettra un bon éclairage sans surexposer la photo en conditions de basse luminosité. Bref, il est très utile quand les conditions permettent son utilisation. Au niveau des modes spéciaux, le zoom optique x2 est de bonne qualité, avec des photos zoomées où le détail est présent. Là où c'est souvent soit correct, soit bâclé sur les smartphones pas chers, son utilisation devient un quasi-réflexe sur cet iPhone dès qu'on en a besoin.
Le mode portrait sort des photos de bonne qualité, il est utilisable sur ce téléphone et n'est pas simplement un gimmick pour faire croire des photos avec de la profondeur de champ. Ce n'est pas du bokeh complètement artificiel. Le mode panorama fonctionne bien et les photos sont qualitatives. Ça change des derniers smartphones testés sur cette chaîne où le mode panorama était soit inutile, soit plein de défauts. En résumé, si l'appareil photo arrière a le potentiel de prendre de très beaux clichés, j'avoue ne pas avoir été impressionné de manière globale. Les lacunes de surexposition et de gestion des sujets qui ne sont pas immobiles sont similaires aux smartphones moins chers que j'ai testés, ce qui était décevant. La colorimétrie des photos, plus neutre que ses concurrents Android que j'ai testés, est également décevante sur un plan subjectif, mais colle plus fidèlement à la réalité, un point fort objectif. Au niveau de l'application photo, elle est plutôt simple en termes de navigation, mais elle souffre de n'avoir aucun accès à la qualité photo et vidéo. Il faut sortir de l'application, aller dans les paramètres, chercher l'appareil photo pour pouvoir modifier la qualité des photos, bref, c'est un véritable raté d'expérience utilisateur. En bas de l'appli photo, on peut faire défiler les différents modes de gauche à droite, on peut passer au zoom optique en un clic et accéder à sa galerie photo ou à la caméra frontale en dessous des différents modes. En haut, on peut contrôler le flash, activer ou désactiver le live photo, qui peut permettre d'ajuster la photo prise selon la capture une seconde avant et une seconde après votre appui sur l'obturateur. On a aussi le contrôle du retardateur et la gestion des filtres, un gimmick assez inutile selon mon humble avis. Bref, l'appli photo est plutôt agréable à utiliser, mais comme je vous l'ai dit, le manque des qualité photo et vidéo est vraiment très décevant. Parlons maintenant de la caméra avant. En bonne condition lumineuse, les selfies sont de bonne qualité avec un niveau de détail intéressant. Quand on voit cette caméra frontale sur cet iPhone qui rentre dans un form factor serré à l'intérieur, on en vient à regretter que les MacBooks ne disposent pas d'un même capteur. Cela enlèverait une critique facile faite à Apple. En condition de basse luminosité, la qualité est médiocre, mais vous pourrez tirer profit du Retina Flash pour pouvoir améliorer la qualité et l'éclairage de votre photo. Qu'est-ce que le Retina Flash, me direz-vous ? C'est simplement une illumination à 100% de l'écran en couleur blanc-beige pendant le temps de prise de la photo. Apple et leur branding, en tout cas, ça booste la qualité des selfies en basse lumière. En résumé, la caméra frontale m'a apporté plus de satisfaction par rapport à mes attentes que la caméra dorsale, mais comme je l'utilise bien moins que celle du dos, cela a eu un effet moins waouh sur moi. Passons maintenant à la qualité vidéo. En bonne condition lumineuse, la qualité vidéo était vraiment au-dessus du lot et je pense qu'elle reste au-dessus d'une grande majorité des smartphones d'aujourd'hui. La stabilisation optique est correcte, les vidéos sont fluides et détaillées et la colorimétrie est bonne. Bref, si vous prenez beaucoup de vidéos avec votre smartphone, cet iPhone 8 Plus était vraiment idéal et un iPhone est sûrement un bon choix pour cela. Le micro est également de bonne qualité. Il arrive que parfois l'autofocus papillonne un peu sur les vidéos en mouvement et selon moi ce serait le seul point faible à tirer en vidéo. En basse luminosité la qualité baisse et le souci c'est qu'en fait la correction logicielle fait qu'il peut y avoir pas mal de bruit numérique en arrière-plan notamment. Donc c'est utilisable, mais c'est beaucoup moins idéal qu'en bonne condition lumineuse. La partie vidéo était plutôt impressionnante en comparaison avec votre smartphone Android que j'ai pu tester jusqu'ici. Et si je devais retenir un point, l'iPhone était clairement au-dessus, c'était en vidéo. Je ne sais pas si le gap est toujours le même aujourd'hui entre les iPhones de dernière génération et les téléphones Android haut de gamme de dernière génération. Mais même maintenant, la qualité vidéo de l'iPhone 8 Plus reste bonne. Ah bah là ça crame. Hein. Regarde, il y a même des sons qui arrivent. Pourquoi ça arrive dans l'autre sens? Parce que le vent. Ah, il y a du Le problème, c'est que les sons ils peuvent sortir et aller plus loin. Surtout là, il y a encore un départ là-bas. Hein. Oui, il met plus. Ah, ça y est. Parce que les femmes sont derrière quand même. Parlons maintenant autonomie, et ce n'est pas si simple que sur d'autres smartphones. Déjà, l'utilitaire de lecture de l'autonomie sur iOS n'a pas toujours été très simple de lecture. Si maintenant il est quand même meilleur et qu'on lit de manière plus simple les chiffres d'autonomie d'un iPhone, sur iOS 11 par exemple, c'était quand même assez compliqué, ce qui fait qu'au début, j'ai pas mal galéré pour pouvoir essayer de tirer des valeurs concrètes de l'autonomie. Cependant, si la lecture des chiffres était parfois un peu compliquée, je peux vous simplifier un peu des scénarios d'autonomie usuels. Quand vous utilisez majoritairement votre téléphone au niveau du streaming, typiquement où vous passez une journée avec beaucoup de musique sur YouTube ou de la vidéo, vous pouvez vous en tirer avec un très bon chiffre d'autonomie. Typiquement, je tirais souvent entre 7 heures et 9 heures d'écran allumé quand j'utilisais majoritairement YouTube avec la musique et qu'à côté je n'utilisais pas beaucoup le téléphone. Donc pour ce type d'activité, on peut dire que l'Apple A11 Bionic était quand même plutôt bien optimisé. Cependant, si on baisse drastiquement les chiffres de streaming et qu'on va plutôt sur de l'usage applicatif, donc par exemple des réseaux sociaux, un peu de jeux, l'autonomie baisse assez drastiquement pour s'orienter vers plutôt du 3h30, 5h. Ce qui n'est plus du tout la même paire de manches. À vrai dire, l'autonomie de ce téléphone est tellement variable qu'il y a des moments où pendant une journée j'étais tellement surpris par la baisse de la batterie que je me suis retrouvé dans des situations où je n'avais pas de batterie externe sur moi et où je me suis dit que je n'arriverais pas à la fin de la journée. Autant vous dire que je n'ai pas du tout été impressionné par l'autonomie sur cet iPhone 8 Plus.
Encore à cette époque-là, c'était vraiment l'un des talons d'Achille majeurs des iDevice, qui possèdent, il faut le dire, des batteries beaucoup plus petites en termes de capacité que leurs équivalents Android. Donc si on peut dire que le ratio minute par milliampère est peut-être bon, il faudrait quand même qu'il y ait des batteries de plus grande capacité sur les iPhones. Et il faut rappeler que malgré cette petite batterie relativement et le fait qu'il n'y ait pas une grosse autonomie, cet appareil fait quand même 200 grammes. Donc dites-vous que s'ils avaient mis une plus grosse batterie, ce serait encore plus lourd à porter au quotidien. La recharge n'était pas non plus l'un des points forts de cet iPhone 8 Plus. Même avec mon chargeur Quick Charge 3.0, je n'atteignais jamais en dessous des 3 heures la recharge de ce téléphone, ce qui est vraiment pas acceptable pour un téléphone à plus de 900 euros. On rappellera d'ailleurs que dans la boîte de ce smartphone, il y avait un chargeur 5 volts 1 ampère avec, ce qui pour un téléphone aussi cher n'était vraiment pas du tout acceptable. Déjà à l'époque, je me disais qu'il aurait mieux fait de pas du tout mettre de chargeur plutôt que de mettre ceci. Et finalement, en 2020, qu'est-ce qu'Apple a fait? Ils ont retiré les chargeurs des iPhone 12, donc là-dessus, au moins, ça fait quand même des économies pour un truc qui ne servait à rien. C'était ridicule, et le fait de les avoir retirés, c'est pas plus mal. L'iPhone 8 Plus supporte également la recharge sans fil, ce qui permet de pouvoir recharger son téléphone sur des chargeurs sans fil de différents formes facteurs, que ce soit des supports comme celui-ci, des supports plus plats qui ressemblent un peu au AirPower d'Apple qui n'est jamais sorti, mais aussi à des batteries externes avec recharge sans fil. Ah, le spoiler de la vidéo suivante, ce sera le sujet de la prochaine vidéo, cette batterie externe sans fil qui, avec l'iPhone 8 Plus, bien évidemment, fonctionne parfaitement. Donc la recharge sans fil, même si elle n'est pas plus rapide, elle fonctionne correctement. Et c'est un bonus plutôt cool, notamment pour pouvoir recharger son téléphone et de le mettre dans une position plus intéressante la nuit que poser n'importe comment sur la table de nuit par exemple. Bref, autant sur l'autonomie que sur la recharge, j'en ressors plutôt déçu. Je dirais que j'ai été satisfait à 60% de l'autonomie de cet iPhone, ce qui n'est pas suffisant en termes d'utilisation quotidienne. Avec une journée exploit où en me levant à 7h30, j'ai réussi à atteindre la fin de la batterie à 14h30, 15h, sur une de mes journées de vacances en 2018. Certes, j'avais quand même pris pas mal de photos, un peu de vidéos et j'avais été passer un peu de temps sur les réseaux sociaux, mais rien qui ne justifiait le fait de ne plus avoir de batterie à 15 heures, par rapport au smartphone Android équivalent que j'avais à cette époque-là. À ce prix, l'autonomie était clairement insuffisante et sans contrôle, la puissance n'est rien. Et d'ailleurs, de quoi va-t-on parler maintenant? Vous l'avez deviné, on va parler de la gestion de la puissance dans les performances visuelles. En usage quotidien, je n'ai vraiment rencontré aucun souci avec cet iPhone 8 Plus, encore aujourd'hui. Toutes les opérations se font de manière très fluide et très rapide, et les passages entre les applications se fait de manière très rapide aussi. Je me rappelle cependant que lors des premiers mois, il y avait un bug dans iOS qui faisait que parfois, de manière complètement aléatoire, la fluidité de l'OS était bien ralentie, et en fait on se retrouvait avec un téléphone qui affichait une interface qui tournait entre 10 et 15 images secondes, ce qui était vraiment très désagréable, surtout qu'en plus c'était un bug complètement random. Heureusement ça a été réglé relativement rapidement, mais pour un téléphone neuf, ça faisait tâche. En jeu également, aucun souci, l'iPhone 8 Plus fait tourner tous les jeux de l'App Store sans aucun problème. La puissance de l'Apple A11 Bionic est aujourd'hui encore largement suffisante. Apple se targue chaque année d'avoir le meilleur SoC pour smartphone et je pense qu'honnêtement, ils doivent avoir souvent raison. Si les Macs ne sont pas faits pour faire tourner les jeux, l'iPhone s'est toujours démarqué comme étant un très bon appareil pour du casual gaming. Même les jeux les plus exigeants tournent encore très bien sur cet iPhone 8 Plus. Bref, rien à dire sur les performances. L'iPhone 8 Plus rivalise même avec les smartphones haut de gamme de 2020 sur ce point. Et il ne manquait qu'un écran à rafraîchissement supérieur, type 90 Hz, pour vraiment montrer que cet iPhone a de très bonnes performances et une fluidité vraiment supérieure, ce qui améliorerait l'expérience globale. Je vous rassure, même avec un écran 60 Hz, l'expérience quotidienne sur cet iPhone 8 Plus reste plus qu'agréable. Au quotidien, c'est très bien.
Ah, iOS. J'ai utilisé cet iPhone 8 Plus d'iOS 11.0 à iOS 14.0.1. Des mises à jour de sécurité et des mises à jour régulières ont été déployées sur ce téléphone en même temps que tous les autres supportés par la marque à la pomme. Le software, bien que décrié souvent par les limitations qu'Apple mettrait dans ses OS, reste quand même un des points forts des iPhones comparé à ses équivalents Android. Parlons tout de suite des quelques nouveaux... Non, pas nouveautés. Qu'est-ce que j'ai écrit déjà? Des nouvelles fonctionnalités d'iOS 14. Oui, nouvelles parce que... Autant vous dire que c'est un peu le futur du passé. Les widgets sont équivalents à ceux que l'on peut trouver sur Android depuis sa création. Apple a rattrapé le bateau 14 ans plus tard. Pourquoi pas? Personnellement, je trouve que ça casse quelque chose dans l'UX d'iOS, donc je les ai essayés. Puis je les ai retirés, à l'exception du widget de batterie, que vous pouvez voir sur mon écran d'accueil. En ce qui concerne le tiroir d'application, encore une fois, 14 ans de retard et Steve Jobs qui se retourne dans sa tombe, je trouve son placement complètement incohérent. Le fait de devoir aller chercher ce tiroir d'application tout à la fin des pages d'application est quelque chose de très mal pensé. Globalement, sur iOS, certes, on pouvait, en tant qu'ancien utilisateur Android, se dire que le tiroir d'application manquait, mais on faisait l'effort en contrepartie de ranger ces applications pour pouvoir les retrouver facilement. Et je pense que chaque fois on doit chercher une application tout à la fin de son lanceur, c'est qu'on a une grande chance de la retrouver avant, juste parce qu'on l'aura bien placée. Donc autant vous dire que ce lanceur d'application, je n'y vois aucune cohérence. C'est là où on se rend compte aussi l'importance de l'expérience utilisateur et le fait que sur Android, avoir ce tiroir d'application, soit par un petit rond au centre du dock, soit par un geste de bas en haut, est quelque chose de beaucoup plus adapté à une bonne expérience utilisateur. Bref, tout ça pour dire que je ne l'ai pas utilisé non plus. Un autre ajout très tardif, l'usage du mode Picture in Picture dans iOS, qui fonctionne très bien, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Android le possède depuis Android 8, donc Apple a 3 ans de retard là-dessus, même s'ils l'avaient déjà sur leurs iPads. L'application qui fait finalement le plus de sens pour moi, même si c'est pas forcément la plus utile, c'est l'application de traduction qui a été ajoutée. Je l'ai testé un tout petit peu, et même s'il n'est pas utile tous les jours, c'est un outil qui est bienvenu. Sa fiabilité semble correcte dans les tests que j'ai faits, français à anglais, et la reconnaissance vocale fonctionne bien. Pour le reste, ayant utilisé Android 80% de ma vie, Windows Phone 10 ou 15% de ma vie, Team Windows Phone, Nokia Lumia, et iOS 5% de ma vie, on s'habitue finalement plutôt bien à iOS. Cependant, ces limitations sont vraiment frustrantes et limitantes pour quelqu'un qui a un système d'exploitation beaucoup plus ouvert et user-friendly. L'UX des apps d'Apple, modifier son réveil par 2 clics au lieu d'1, fournir ses contacts en 3 clics au lieu de 2, modifier la résolution des caméras non pas dans l'app caméra mais dans les paramètres. D'ailleurs, le bordel de l'application et de réglage dans les paramètres, à quel moment c'est possible? Pourquoi ne pas mettre la gestion des applications sous un sous-menu application par exemple, comme ça se fait souvent sur Android? Ça ferait moins bordel et liste infinie. Je pourrais vous citer d'autres exemples encore, mais disons-le, l'UX d'autres applications natives laisse à désirer. Le port Lightning, si ce n'est pas un aspect logiciel, ce choix empêche l'utilisation simple du standard USB OTG. Si sur tout smartphone Android moderne vous pouvez vous en sortir avec un adaptateur peu cher, ce n'est pas la même paire de manches avec un iPhone. Et iOS gère moins bien les stockages externes qu'Android. Ce dernier, vous les laissez les gérer tel un ordinateur Windows. Bref, je serai heureux le jour où le Lightning sera du passé, et vu les rumeurs autour d'un iPhone sans aucun port, cela semble proche. Même si cette solution, je ne la trouve pas beaucoup mieux, il faut se le dire. La dépendance à iTunes. Alors oui, de nos jours, c'est rare d'avoir encore beaucoup de musique sur un smartphone. On n'arrête pas de me dire, mais pourquoi tu n'as pas une application de streaming comme tout le monde, ou des playlists déjà faites? Écoutez, je fais partie de ces gens qui transfèrent leur musique de leur ordinateur vers leur smartphone, et iTunes rend cette manipulation plus compliquée, plus consommatrice en temps, et en fait, la seule chose qui est sortable de cet iPhone facilement, ce sont les photos et les vidéos. Encore une fois, je pourrais passer des heures et des heures et des heures à pinailler, mais le but n'est pas de faire une liste à charge, puisqu'au final, l'utilisation quotidienne, quand on rentre pas dans les détails, s'est révélée tout à fait correcte, et je comprends les remarques de ceux qui se disent qu'un iPhone est plus simple à utiliser. C'est vrai, on est globalement tenu par la main à cause des limitations ou des paramètres cachés, comme la qualité photo. Je pense vraiment qu'un utilisateur avancé d'Android ne peut pas se plaire sur iOS, et c'est vraiment mon sentiment à moi. C'est que chaque fois on peut se complaire d'utiliser iOS sur un smartphone quotidiennement, il y a des manques qui se font vraiment ressentir, et de mon côté, mon bonheur se trouve vraiment du côté du petit robot vert. La touche esthétique d'iOS ne va pas déranger, notamment par mon utilisation passée de beaucoup de smartphones Xiaomi. C'est étrange, mais je me sentais quasiment à la maison en utilisant iOS. Good job Xiaomi. La gestion des 3 Go de RAM de l'iPhone 8 Plus se fait de très bonne manière. Je n'ai jamais eu de souci avec des applications qui sont déchargées en arrière-plan et qui avaient été chargées récemment, donc on peut naviguer assez facilement d'une application à l'autre en quelques secondes. Et pour terminer cette partie OS, je vais vous parler d'un point qui me tient à cœur si vous me connaissez, c'est le support logiciel. Cet iPhone 8 Plus est supporté par Apple depuis déjà 3 ans sur le plan logiciel, ce qui le rend déjà supérieur à, je pense, 80% des smartphones Android. Et si l'on suit la logique d'Apple, le support logiciel de ces téléphones, et si on regarde aujourd'hui l'iPhone le plus vieux supporté sur iOS 14, qui est donc l'iPhone 6S, cet iPhone 8 Plus devrait encore être supporté pendant 2 à 3 ans minimum, ce qui fera un smartphone supporté du point de vue logiciel pendant 5 ou 6 ans. C'est juste remarquable. C'est littéralement 2 à 3 fois plus que tous les smartphones Android qui sont vendus sur le marché,
Et si on peut faire des critiques à Apple, typiquement sur les limitations logicielles qu'ils ont, sur les handicaps de performance qu'ils peuvent mettre parfois, notamment pour sauver de vieilles batteries selon ce qu'ils disent, le support logiciel d'iOS pour l'optimisation, pour le maintien en vie des iPhones et même pour tous les plans de sécurité, n'a juste pas d'équivalent officiel dans le monde des smartphones. Parfois, cela fait débat. Vous vous souvenez d'iOS 7 sur iPhone 4 ? Un vrai désastre. Mais récemment, la puissance des smartphones et les capacités ont vraiment augmenté, ce qui fait que même un iPhone 8 Plus aujourd'hui pourra encore être supporté pendant de très longues années, même après qu'Apple le délaisse. Je vous en ai montré la preuve récemment sur Android en utilisant un smartphone mi-haut de 2016 et en me rendant compte qu'en fait il était encore largement utilisable avec les applications de fin 2020. Je parle de la Zenfone 3, la vidéo dans le petit. Et en vérité, j'aimerais vraiment que ce bon point quasi unique aux iPhones puisse au moins être équivalent sur Android, sur des smartphones dans la même gamme de prix. Typiquement, quand vous achetez un smartphone à 800, 900, 1000, 1500, 2000 euros, si on prend les Z Fold et les Z Flip sortis récemment par Samsung, le fait d'avoir un smartphone qui au bout de 2 ans soit obsolète du point de vue logiciel, c'est juste incohérent, c'est incompréhensible. C'est un peu comme si on vous vendait une Ferrari F40 et puis qu'au bout de 5000 km, vous n'ayez plus de pneus et que vous soyez littéralement sur les jantes. Tout ça pour dire que le support logiciel est vraiment très bon sur tous les iPhones et notamment cet iPhone 8 Plus. C'est ce point qui conclura la partie logicielle. Je vais être honnête, je serais très heureux quand cet iPhone 8 Plus aura été revendu pour pouvoir financer les futures vidéos de ma chaîne. Car l'iPhone n'est juste pas un smartphone pour moi. iOS y est pour beaucoup, mais même la proposition matérielle à ce prix n'est juste pas suffisante pour me convaincre. Cependant, je vais me faire l'avocat du diable pendant quelques minutes pour dire que finalement, je pense que cet iPhone peut être recommandé à une catégorie de personnes. Sur un point où il est unique en son genre, le support logiciel. En effet, pour 900 €, vous avez un téléphone qui, sur le point de vue matériel, n'est finalement pas beaucoup plus impressionnant qu'un smartphone Android équivalent, mais qui va disposer d'un support logiciel 2 à 3 fois supérieur à tout équivalent. Et il faut se rappeler que ça a un prix d'avoir des gens qui testent, adaptent et optimisent un OS, notamment pour des smartphones qui, certes, si maintenant le déclin de performance n'est plus aussi élevé qu'avant, typiquement, j'ai pris l'exemple de l'iPhone 4 tout à l'heure, mettre iOS 7 de suite est quand même une assez grosse tâche, ça prend quand même du temps et des ressources de maintenir ces téléphones à jour pendant de longues années. Surtout que je pense que chez Apple, ils doivent d'abord optimiser l'OS pour l'iPhone de l'année N+1 qui va arriver, et puis après l'optimiser pour tout ceux en dessous. Après je me trompe peut-être, je ne suis pas développeur chez Apple. Tout ça pour dire que pour une personne qui ne veut pas se prendre la tête, qui veut un OS qui soit plutôt bien optimisé, qui en fait en lui prenant la main, lui offre une utilisation simplifiée, rassurante de son téléphone et qui n'a pas envie de se prendre la tête en disant qu'au bout d'un an ou deux ans il va changer et qu'il veut donc garder son smartphone le plus longtemps possible, l'iPhone est peut-être pas un mauvais choix pour vous. Et pas forcément même le dernier sorti. Typiquement si on prend ce cas pratique de l'iPhone 8 Plus, il a encore 2 à 3 années de support logiciel devant lui, ce qui le mettrait aujourd'hui à un équivalent d'un smartphone milieu de gamme Android. Et typiquement, si on le compare à beaucoup de milieu de gamme d'aujourd'hui, un iPhone 8 Plus d'occasion peut valoir le coup face à un milieu de gamme neuf. Certes, il n'aura pas le plus beau design, certes, il n'aura pas une meilleure caméra en photo, mais en termes de performance, il sera soit équivalent, soit meilleur. En termes d'autonomie, il sera soit équivalent, soit un poil en dessous, voire en dessous complètement, c'est un milieu de gamme avec une grosse batterie. Bref, je m'égare, mais tout ça pour dire que acheter un iPhone, même un modèle de l'année précédente, qui soit d'occasion pour une personne qui a besoin d'un téléphone qui aille loin, peut être une idée cohérente. Jamais je n'aurais pensé recommander un iPhone à qui que ce soit dans ma vie, mais il faut croire que le rôle de cet Apple Experiment de 2017 est rempli, qui était de gagner en objectivité sur les produits Apple en changeant mon avis qui était d'abord fait sur des suppositions en un avis qui soit argumenté, basé sur l'utilisation de leurs produits. Si je ne vais pas renouveler Apple Experiment du côté téléphone et du côté objet connecté pour l'instant parce que je n'en ai pas l'envie ni le besoin, Apple m'a suffisamment intrigué du côté des ordinateurs portables pour déjà renouveler l'expérience avec le MacBook Air M1 équipé de la puce Apple Silicon M1 dont j'ai fait la vidéo de déballage, de première impression et même de première comparaison de performance entre Apple Silicon M1 et processeur Intel juste avant cette vidéo. Pour vous dire, j'ai tapé le script de ce test sur ce MacBook Air avec la puce Apple Silicon et ça s'est bien passé. Et c'est sur cette note positive et pleine d'espoir que je referme ce chapitre de l'Apple Experiment 2017. J'en tire de bons apprentissages sur Apple et me suis forgé un avis constructif basé sur une utilisation soutenue de leurs produits. Cela change de mes avis sans fond que j'exprimais avant jusqu'aux vidéos de déballage de l'Apple Watch Series 3, du MacBook Pro 2017 et de l'iPhone 8 Plus. Un grand merci pour votre soutien, vos vues sur ces vidéos qui font partie des plus vues de la chaîne. J'espère vraiment que l'extension de cette expérience sur le MacBook Air Apple Silicon sera un épilogue positif à cette série de vidéos, sur lesquelles j'ai essayé de montrer une évolution réelle de la présomption aux faits réels. Donc voilà pour cette vidéo de bilan complète sur l'iPhone 8 Plus en fin 2020, début 2021. J'espère qu'elle vous aura plu. En réaction à des commentaires sur l'ancienne vidéo, j'ai essayé de beaucoup moins lire le script, même si pour l'instant, je n'ai pas reçu toute l'upgrade matériel dont j'ai besoin, que j'espère avoir très vite pour pouvoir vous proposer des vidéos d'encore meilleure qualité. J'espère cependant que la structure de la vidéo, que l'éclairage complet de la vidéo et même que le cadre vous plaît. Le bureau des complaintes et du cirage de pompe sans commentaire. Tout ça pour vous dire que si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager parce que c'est très important les partages pour pouvoir
avoir encore plus de vues de YouTube Money. Et puis sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. L'Apple Experiment 2017 c'en est terminé. Allez, salut!